Bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs de Eden Télévision, auditeurs de Diaspora FM. Bienvenue à ce numéro de votre entretien de chaque dimanche. Il y a une semaine exactement se tenait à Cotonou le congrès extraordinaire du Bloc républicain sur le thème de la remobilisation. Une semaine après, il nous plaît sur cette émission de parler justement de ce congrès, de dire exactement ce qui s'est passé à Cotonou, quelles sont les résolutions de ce congrès, et sur quel pied désormais le Bloc républicain danse. Il est important également de parler de l'actualité, notamment le coup d'État au Niger qui prend une autre tournure avec certaines positions peut-être incompréhensibles du nouveau gouvernement nigérien, je veux dire des putschistes. Il est également important de parler de la rentrée scolaire qui démarre demain, vous le savez très bien. Et qu'est-ce qui se passe dans le pays malgré cette précarité annoncée par les uns et les autres? Est-ce que la rentrée va pouvoir se tenir dans de très bonnes conditions? Qu'en pense le Bloc républicain? On en parlera dans les 52 prochaines minutes avec notre invité. Il est membre du bureau politique du Bloc républicain. Il s'appelle Fred Huenou. On ne le présente plus. Monsieur Huenou, bonjour. Bonjour, monsieur Abalo. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un honneur pour moi et bonjour à tous les téléspectateurs de DEN TV et les auditeurs de Diaspora FM. Alors, nous sommes à quelques jours après votre congrès, le congrès du Bloc républicain, sur le thème de la remobilisation. Dites-nous, qu'est-ce qui explique un congrès extraordinaire? Il y avait quelle urgence pour que vous teniez pareil congrès aujourd'hui? Monsieur Abalo, le monde autour de nous est traversé de menaces et il nous lance des défis qui inquiètent de jour en jour l'opinion publique nationale. Face à cette situation, le rôle des partis politiques, c'est de mobiliser les peuples pour permettre à la politique de réaliser de grandes ambitions et d'affirmer la nation. Au sein du Bloc républicain, nous avions conscience que nous ne répondrons pas à cette surchauffe en restant cette organisation repliée sur elle-même, que du fonds de commerce servant sa clientèle. Nous avons pensé qu'il fallait courageusement nous réinventer pour mieux nous rassembler. Vous savez, les partis où le sommet décide et la base suit, c'est fini, ils sont morts. Ce n'est pas le cas au Bloc républicain, non, vous êtes sûr? Non. Les partis qui considèrent leur idéologie comme une religion ou leur programme comme du catéchisme, ces partis sont finis. Mais quelle est votre idéologie au Bloc républicain? Non, attendez. Puisque vous parlez d'idéologie, je vais rebondir sur ça très rapidement, mais je vous laisse finir quand même. Notre idéologie, écoutez, nous sommes des républicains, nous avons levé l'étendard de la République, c'est-à-dire que nous sommes animés par une conception de la République qui défend l'unité nationale et l'intérêt général, mais également par une certaine idée de la politique faite de courage et de lucidité. Parce que nous pensons qu'en ce siècle, notre pays est dans l'épreuve et que nous ne nous en sortirons pas avec des illusions et des demi-mesures. Donc nous pensons qu'il faut du courage, qu'il faut de la vérité pour pouvoir construire vraiment un pays qui résiste aux difficultés de ce siècle. D'accord. Donc c'est dans ce contexte que nous avons pensé, comme je le disais tantôt, nous réinventer. Okay. Parce que pour répondre aux inquiétudes de nos compatriotes, pour répondre aux défis que le monde nous lance, il faut se rassembler, il faut se réinventer. Et c'est ce que nous avions fait. Nous avons essayé de le faire d'abord en réaffirmant nos valeurs. Parce que nous croyons à la liberté, au travail et à la prospérité. Mais pour nous, la liberté, ce n'est pas seulement ce mot magique pour lequel tant d'hommes ont payé le prix fort à travers le monde. La liberté, pour nous, ce n'est pas un slogan, c'est une réalité. En fait, la liberté, c'est ce qui remettra notre pays sur les rails du progrès et de la prospérité. En définitive, c'est que nous croyons en un capitalisme qui soit producteur de richesses et en même temps qui puisse être un outil d'émancipation des plus faibles. Pour nous, donc, la liberté économique, ce n'est pas la précarité. C'est la liberté d'entreprendre, c'est la liberté d'inventer, c'est la liberté d'innover. C'est cette liberté qui finance la solidarité. Donc nous l'avons réaffirmé. Au cours du congrès? Bien sûr, parce que ce sont nos valeurs. Oui, allez-y. La seconde facette de la liberté que nous endossons, c'est la liberté politique. Et nous pensons qu'il ne saurait y avoir de liberté politique sans responsabilité et sans autorité. La responsabilité, c'est la capacité pour le citoyen d'assumer sa liberté. Et ça, c'est une noblesse de l'humanité. Maintenant, l'autorité sans laquelle la liberté n'est que désordre et chaos. Saint John Pest nous dit que
La démocratie, plus que tout autre régime, exige le respect de l'autorité. Donc, il faut d'abord réaffirmer ces valeurs. Ensuite, le travail. Nous croyons au travail. Et pour nous, le travail est une valeur, c'est une vertu. Il fait référence à l'effort et au mérite. Nous ne croyons pas à l'assistanat, qui tire tout le monde vers le bas et qui ouvre les trappes de la pauvreté. Voilà pourquoi, dans notre conception philosophique, nous pensons qu'il faut laisser les entrepreneurs aller jusqu'au bout de leur métier. Vous l'avez réaffirmé aussi au cours du congrès. Leur métier, c'est de gagner des parts de marché, de faire des bénéfices et de réinvestir en emploi ou en création d'emplois ou en création de richesses. D'accord. La troisième valeur à laquelle nous croyons, c'est la prospérité. Nous pensons que la richesse n'est pas du vol, que c'est le résultat d'une vie de labeur qu'on peut transmettre à ses progénitures, à ses enfants. Et voilà pourquoi nous pensons qu'il ne faut pas avoir honte d'être prospère. Et nous travaillons pour cette prospérité. Ensuite, la deuxième résolution forte, c'est d'abord l'élargissement de notre principal centre de décision, notre bureau politique. Le bureau politique. Et ensuite, la restructuration de nos instances de gestion. Aujourd'hui, nous sommes passés d'un bureau politique de 79 membres, sorti du congrès de 2018, à un bureau politique de 300 membres aujourd'hui, avec des gens qui ont fait leur entrée ès-qualité, des gens qui ont fait leur entrée parce qu'ils ont contribué au rayonnement quotidien du parti. Et là, une part belle a été faite aux jeunes et aux femmes. Parce que nous pensons... Alors, on en parlera tout à l'heure, Monsieur Fred Rueno. Tout ce que vous venez de développer, on n'a pas senti ça au cours du congrès. Le congrès allait très vite. Certains se sont posé la question de savoir comment on organise un congrès en 2-3 heures, rapidement. Le congrès était en plusieurs étapes. Il y avait eu des congressistes qui ont pris des décisions et ensuite il y a eu comme une assemblée générale pour valider ces décisions. Et ensuite il y a eu une motion qui a été adressée, une motion de soutien à l'action du gouvernement. Et je crois que quand vous lisez cette motion, vous voyez que cette motion reflète tout ce en quoi nous croyons et qui est mise en œuvre par le gouvernement du président Patrice Talon. Vous y croyez vraiment? Parce que tout à l'heure, vous parlez de la prospérité, vous parliez des entrepreneurs qu'on doit laisser travailler, gagner de la richesse, redistribuer, mais ce n'est pas le sentiment général. On a le sentiment général que les entrepreneurs sont pressurés, on a le sentiment général que les opérateurs économiques au Bénin aujourd'hui souffrent pour vraiment réaliser leur part de marché. Ça, c'est la réalité ambiante, Monsieur Rueno. Faisons attention. Allez-y. Nous disons que la prospérité ne saurait se substituer à du vol. Alors, les entrepreneurs qui veulent travailler honnêtement, gagner un juste salaire, faire des parts de bénéfices et les réinvestir dans le pays auront toujours une main tendue de la part du gouvernement. En tout cas, aussi longtemps que ce sera un gouvernement auquel le bloc républicain participe. C'est pas le sentiment général. Ce sont nos valeurs. Il faut faire très attention. Je ne veux pas que nous polémiquions. C'est pas de la polémique. Non, je suis d'accord. Clarifier les choses. Mais c'est juste pour vous dire que quand vous dites que il y a, par exemple, des milliers d'entreprises qui sont créées chaque jour dans notre pays et qui existent et qui fonctionnent et qui prennent le pas du marché tant sur le plan intérieur que sur le plan extérieur, qui participent d'ailleurs au rayonnement de notre pays. Alors, je ne voudrais pas que, si vous avez des preuves réelles qu'il y a des entrepreneurs ou des entreprises prospères, honnêtes, vis-à-vis des lois de la République qu'on empêche de prospérer, je veux bien qu'on débatte de cela. Il ne s'agit pas de nous, c'est l'opinion. Oui, donc, mais nous n'allons pas répondre aux rumeurs, parce que si l'opinion parle, il faut que l'opinion nous donne les preuves de ce qu'elle dit. Nous croyons à l'entreprise, parce que pour nous, républicains, il n'y a pas une autre manière de créer de la richesse et de la redistribuer. Le rôle de l'État, ce n'est pas de donner de l'emploi. Le rôle de l'État, c'est de mettre des conditions en place pour permettre, comme je le disais tantôt, aux entrepreneurs d'aller jusqu'au bout de leur métier. Et il faut que l'État ne peut pas soutenir les entrepreneurs qui n'ont pas envie d'aller au bout de leur métier. Parce qu'aller au bout du métier, c'est d'ailleurs gagner des parts de marché. Et il n'y a pas que l'État qui donne les parts de marché. Même l'État est le plus gros client. Oui, nous sommes conscients de ça. Mais nous avons déjà un marché intérieur. Et nous avons aussi un marché extérieur auquel l'État permet l'accès à travers un certain nombre de dispositifs qui sont mis en place. Et si les entrepreneurs sont dans la logique de gagner justement
leur intérêt est de réinvestir, je crois, comme je l'ai dit, ils trouveront toujours, aussi longtemps que le bloc républicain aura une part de décision dans notre pays, qu'ils trouveront toujours une main tendue de l'État pour les accompagner. D'accord. Alors, vous avez parlé également de votre bureau politique. L'opinion, toujours, à un moment donné, a pensé que tout s'est passé comme à une délibération. On est venu, on a lu une longue liste de membres du bureau politique. Vous êtes à 300, plus de 300 désormais dans le bureau politique. Est-ce que ça n'est pas un problème d'avoir autant de personnes dans un bureau politique d'un parti? Monsieur Ballot, les partis politiques ne meurent jamais du trop-plein de débats ou du trop-plein de fortes personnalités. Ils meurent plutôt du vide et du silence qui s'installe lorsqu'on étouffe tout. Je crois qu'au bloc républicain, la vision qui est mise en avant, c'est de ne pas étouffer les débats. C'est d'ouvrir les débats aux talents. Je vous ai dit que les jeunes et les femmes dans notre pays sont les plus talentueux. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui sont entrés. Vous savez, on a connu une époque, une certaine politique qui combattait les talents et les rejetait. Mais dites-moi, les talents, c'est vrai, ça s'entrechoque. Les talents, ça se heurte. Les talents, c'est peut-être difficile à canaliser, mais le contraire du talent serait quoi? Sinon la médiocrité. Et donc, nous pensons que nous gagnons un supplément d'inspiration et d'intelligence au sein de notre famille politique en ouvrant aujourd'hui ce bureau politique à plusieurs personnes, aux jeunes et aux femmes. Oui, mais le bureau politique de 300 membres, Monsieur Renou, les réunions du bureau politique, est-ce que vous avez imaginé un peu comment ça peut se tenir avec autant de membres? Est-ce que ce n'est pas une dispersion des énergies? Nous avons suffisamment d'infrastructures capables d'abriter tout ce monde pour permettre quand même que le débat soit élevé. Vous savez, chacun vient au bureau politique avec sa sensibilité. Ce que nous acceptons au sein du bloc républicain, le débat, parce qu'il faut débattre, il ne faut pas étouffer les énergies. Mais bien entendu, nous avons des socles sur lesquels nous ne discuterons jamais, notamment notre conception républicaine de l'État, notamment le fait que nous fassions preuve du radicalisme de la République et d'une certaine démocratie libérale. Sur les questions de fond, il n'y aura jamais de débat. Mais il y aura des débats sur des questions structurelles, sur la sensibilité de chacun, en tenant compte de son origine, de ce qu'il représente, de la catégorie qu'il représente. Parce que notre pays, en fait, c'est un melting pot d'intelligence, de sensibilité dont il faut tenir compte. Je pense que vous deviez être content et l'opinion publique doit être contente d'avoir un parti qui ouvre son bureau politique à une large représentativité de toutes les sensibilités qui peuvent exister. Donc, vous avez voulu contenter certains, c'est ça, nous avons voulu contenter toutes les opinions parce que je vous ai dit que le but, c'est de se réinventer pour mieux se rassembler. Vous ne pourrez pas rassembler en tenant compte juste, vous, de vos sensibilités. Vous devez vous rassembler en tenant compte de toutes les sensibilités. Et nous sommes des républicains. Cela veut dire que quoi? Que nos premiers militants, en fait, sont tous les citoyens du Bénin. Tous ceux qui se reconnaissent dans la République. C'est à eux que nous nous adressons. Et nous voulons avoir... Vous savez, notre pays, le Bénin, c'est... je dirais même que c'est presque une histoire charnelle. Chacun de nous est libre d'écrire son roman national. Et chacun l'écrit en fonction de sa sensibilité, de ce qu'il ressent. Et donc, oui, nous pensons aussi qu'au niveau des Républicains, ça doit être ça, même si le fondement, c'est qu'il y a comme un talisman qui doit toujours nous maintenir debout. C'est que le Bénin n'est Bénin qu'à condition que chacun de nous accepte une entité collective qui préexiste à sa propre identité. Et sur cette question, ce n'est pas discutable. Sur la question de l'État, du respect de l'autorité, de la liberté économique et de l'égalité des chances, nous ne transigeons pas. Mais à part ces trois bouts, je pense que le débat peut être fait. Et ça va conduire au rayonnement de notre pays. Mais la tête du bloc républicain n'a pas changé. Vous avez maintenu le président, enfin désormais président du bloc républicain, le ministre d'État, Abdoulaye Biachane. Bien entendu. Pourquoi vous l'avez maintenu? Oui, mais pourquoi changer des gens qui ont des qualités et qui nous ont permis d'avancer? Il y a eu des fausses notes par le passé, mais le chef d'orchestre ne peut pas être tenu responsable de toutes les fausses notes de l'orchestre. Je crois que nous avons encore beaucoup à tirer du ministre d'État Abdoulaye Biachane. C'est un homme calme, c'est un homme pondéré, et surtout dans cette époque que nous traversons, que notre pays traverse, et que forcément
les acteurs politiques qui ont une conscience. Parce que nous voulons être un parti de gouvernement. Et n'oubliez pas, le ministre d'État, comme son nom le dit, il est ministre d'État. Il est la deuxième personnalité du gouvernement. Oui, mais le ministre d'État est fort clos pour 2026, par exemple. Il ne peut pas être candidat. Comment vous mettez à la tête d'un parti politique une personnalité qui ne peut pas se présenter à une élection dans 2 ans maximum? Mais cela pourrait paraître bien un avantage considérable pour notre parti politique. Lequel? Parce que oui, ça peut paraître un centre pour canaliser les énergies et laisser chacun pouvoir exprimer ses ambitions et arbitrer. Vous êtes sûr de ça? Parce que les partis politiques où vous avez des présidentielles à la tête, il faut déjà comprendre que le Dauphinat commence pas à se discuter à coups de sécateurs. Oui. On en voit ailleurs déjà. Donc, les gens sont déjà dauphins avant l'heure. Donc, je pense que chez nous, nous n'aurons pas ce débat parce que notre première personnalité reste encore le président ABT qui n'a pas d'ambition pour 2026. Et alors, je pense que ça permettra à chacun, à d'autres qui ont les ambitions, de pouvoir l'exprimer dans un cadre qui ne puisse pas déranger le fonctionnement du parti. On ne l'accusera pas d'être en train d'utiliser la machine du parti à son profit. Oui, mais un parti est né pourquoi? Un parti naît pour conquérir et exercer le pouvoir politique. Bien sûr, mais parce que le leader, le premier responsable du parti est fort clos. Non, le premier responsable du parti politique n'est pas forcément celui qui peut représenter le parti dans une élection présidentielle. Et dans le cas d'espèce, je pense que c'est fait exprès. Maintenir à notre tête le ministre d'État Abdoulaye Biotchane revient un peu à canaliser les énergies et à utiliser le parti pour l'essentiel. N'oublions pas, nous sommes en 3 ans des élections présidentielles et il ne faudrait pas que nous fassions de ces 3 années, de ces triennales, un moment où on passe le temps à regarder dans le rétroviseur. Parce que rien n'est plus délétère que de gouverner un pays en regardant tout le temps dans le rétroviseur. Nous voudrions mettre les 3 années, 2023, 2024 et 2025, au profit du gouvernement. Nous voudrons continuer ce que nous faisons, notre soutien au gouvernement, tant à l'Assemblée nationale que le travail que font nos représentants au sein du gouvernement, parce que je pense qu'un contrat a été signé avec les Béninois. Et que, de toute évidence, les ambitions que nous pourrions avoir pour 2026 dépendront essentiellement de comment ce contrat aura été rempli jusqu'à la dernière minute. Et je crois que c'est à cela qu'au sein du Bloc républicain, nous sommes pour le moment mobilisés. D'accord. Mais est-ce qu'au cours de ce congrès, vous avez quand même évoqué la question de la succession de M. Patrice Talon, la question de 2026? Cette question fait déjà débat un peu partout dans les chapelles politiques. Forcément. Mais un parti politique, c'est quoi? C'est un ensemble d'éléments en lutte pour la conquête et l'exercice du pouvoir d'État. Oui. Donc il y a des sujets qu'on ne peut pas occulter. Mais tant qu'on n'est pas arrivé encore à des solutions partagés de tous, c'est des sujets qu'on ne peut pas mettre sur la place publique. Donc vous n'avez pas eu de solution, en fait. Chacun a pu dire ce qu'il pense, mais vous n'avez rien suggéré. De ce qui est de la nécessité pour que notre parti joue un rôle essentiel en 2026, on en a parlé. Maintenant, qui va jouer tel rôle, je crois que nous avons tout le temps. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons un nouveau bureau politique national, que nous avons un nouveau bureau exécutif national, que nous avons un secrétariat exécutif. Tout ça doit nous amener dans la gestion quotidienne des préoccupations et dans les solutions que nous allons apporter. Parce que maintenant, nos concitoyens expriment des problèmes et nous avons besoin de leur apporter des solutions. S'ils ne sont pas capables de répondre à leurs préoccupations aujourd'hui, est-ce que nous serons capables de dire demain, voilà, faites-nous confiance? Je crois que c'est maintenant qu'il faut gagner la bataille de 2026. Il faut la gagner en accompagnant le gouvernement du président Patrice Talon à bien finir sa mission. Et je crois qu'une fois de plus, nous sommes plus que jamais engagés à cela. Oui, mais si à moins de 3 ans d'une élection présidentielle, un parti comme le vôtre n'a pas eu l'idée claire sur l'orientation à donner, ça pose quand même un problème. Parce que 2026, ce n'est pas seulement l'élection présidentielle, ce sont les élections générales. Donc il y a plusieurs rendez-vous. Comment est-ce que vous vous contentez à accompagner un gouvernement à finir son mandat sans penser à la succession, au futur? Nos compatriotes connaissent nos engagements. Ils connaissent nos engagements. Et nous les avons réaffirmés, je vous le disais tantôt, à notre congrès extraordinaire. Parce que ce congrès, vous demandiez pourquoi est-ce qu'on tient un congrès extraordinaire de remobilisation. Et je vous l'ai dit, le but essentiel, c'est pour apporter des réponses crédibles aux préoccupations de nos compatriotes. Nous sommes à une époque où nos compatriotes sont désorientés. Il y a des doutes et des interrogations qui les animent. Justement, sur nous qui sommes
aux affaires. Parce qu'ils ont des préoccupations. Et pour répondre à ces préoccupations, il faut changer. Il faut se réinventer. Et nous nous sommes réinventés. Alors je crois que nos compatriotes connaissent bien nos engagements. Et je viens de le répéter. Nous sommes engagés sur la liberté. Parce que nous pensons que ce n'est pas un choc de liberté qu'il faut remettre notre pays sur les rails du progrès et de la prospérité. Nous sommes engagés à accompagner le travail dignement. Vous savez, ce qui nous fascine au sein du bloc républicain, ce n'est pas le Bénin des quartiers UP. Ce qui nous fascine, c'est le Bénin qui se lève tôt et qui se couche tard. C'est le Bénin qui travaille. C'est le Bénin qui fait l'effort. Et donc, nous croyons en ces valeurs et nous voulons partager ces valeurs avec nos compatriotes. Et nous pensons aussi, comme je l'ai dit, que la richesse n'est pas un crime, que la richesse n'est pas un péché. Au contraire, que c'est une vie de labeur et qu'il faut travailler dur afin de transmettre quelque chose dont nous croyons la transmission. Mais une nation, c'est quoi, M. Abalo, au finish, si ce n'est pas une transmission? C'est une transmission, c'est le passage du flambeau de main en main, de génération en génération, pour préserver notre humanité, justement, de l'obscurantisme qui touche le monde. Donc, toutes ces choses, nous les avons chevillées au corps. D'accord. Alors, donc, je crois que nos compatriotes n'ont pas à s'inquiéter. Au contraire, nos engagements sont connus. Et quels que soient les choix que nous ferons pour 2026, ce seraient des choix qui tiendront compte de personnes qui peuvent porter ces engagements avec nous. Mais vous appartenez à une majorité présidentielle. Le débat se fait déjà au sein de cette majorité. Est-ce que votre choix sera différent du choix de M. Patrice Talon? Monsieur Patrice Talon, nous considérons qu'il est le premier des militants du bloc républicain. Il est président de la République. Il est des nôtres. En tout cas, à la dernière élection présidentielle, il fut le candidat du bloc républicain, proposé et parrainé par le bloc républicain. Donc, je pense que... le bloc républicain, il y a aussi d'autres formations politiques qui ont parrainé. Vous savez très bien. Sa vice-présidente. Ce débat-là est un débat de toutes les manières... tout ça ne se fera pas sans lui. Oui. Tout ça se discutera avec lui parce que, n'oublions pas, l'un des objectifs pour lesquels nous nous battons aujourd'hui au sein du bloc républicain, c'est justement pour empêcher que l'élan réformiste impulsé par le chef de l'État depuis 2016 ne soit juste une parenthèse de l'histoire. Nous voudrons que cet élan puisse continuer parce que nous sommes définitivement convaincus qu'on ne remettra pas notre pays sur les rails sans les réformes. Oui. Donc, à partir de cet instant, il a été l'initiateur des réformes et nous voyons qu'il est au charbon, même au risque même de l'impopularité, en train de se battre. Donc, nous ne pourrons pas faire un choix de 2026 sans tenir compte de lui, sans tenir compte de son approche, de son regard. Et puis, de là où il est plus haut perché, donc il a une vision claire un peu sur tout ce qu'il y a autour de lui, tout ce qu'il a pu avoir comme collaborateur, que ce soit au sein du gouvernement, que ce soit à l'Assemblée nationale ou même en dehors. Et je crois que son avis sera important. Je crois que tout se fera avec lui. Oui. Et au moment opportun, vous seriez informés. Mais il y a quand même un membre de la majorité présidentielle, qui est plusieurs ministres du gouvernement, qui a clairement dit que le mieux préparé parmi vous tous, c'est M. Bokop, Olivier. Et que s'il manifestait sa volonté ou son désir de briguer la magistrature suprême, tout le monde devrait pouvoir s'éclipser. Est-ce que les jeux ne sont pas déjà faits? Écoutez, ce que je vais vous dire n'engage pas mon parti, mais ça m'engage personnellement. Je crois que la fonction présidentielle est une fonction éminemment importante pour qu'on ne la banalise pas. En ce sens, je pense qu'on ne force pas les gens à être candidats. Du moins, mon avis, la suscitation des candidatures, je pense personnellement que ça ne répond pas vraiment à ce que devait être une élection présidentielle. Parce que c'est la rencontre d'un homme avec son peuple. Ouais. Et donc, c'est un homme qui propose des solutions en tenant compte des réalités du peuple. Moi, je n'ai pas encore vu les candidats qui sont sollicités ça et là. Dit, nous avons des ambitions pour notre pays et nous les exprimons de cette façon. Peut-être que ce n'est pas encore le moment. Donc, pourquoi alors les inviter à être candidats? Parce qu'on n'invite personne à être candidat à une élection présidentielle. Vous savez, quand vous devenez président de la République, vous ne vous appartenez plus, vous n'appartenez même plus à votre famille. Oui. Alors, pourquoi peut-on inviter les gens de façon insistante à l'être? Je pense qu'il faut laisser chacun faire le choix, décider, ou les partis politiques décider de qui ils pensent pour que le débat se fasse à l'interne. Et une fois que les gens disent, oui, nous sommes candidats et voici ce que nous pensons faire pour notre pays, chacun pourra se décider. Alors, tant que moi, je n'ai pas vu tous ceux qui disent, je vais être candidat,
Tant que je n'ai pas vu ce qu'il propose, comment voudrez-vous que je puisse dire que telle personne est la mieux préparée de tous? Donc, je ne sais pas sur quoi se base celui dont vous parlez. Il doit avoir ses raisons, mais je ne partage pas cet avis. Je ne dis pas qu'il y ait d'autres qui soient plus préparés, mais je dis que il faut d'abord que les gens s'expriment, qu'ils disent qu'ils sont candidats et qu'ils nous proposent quelque chose, parce que nous n'allons pas... Vous croyez encore à des élections sur la base de propositions? Vous y croyez toujours? Mais, tel que les gens se font élire, vous pensez que c'est sur la base de projets de société? Vous y croyez parce encore? que, écoutez, Oui. même si nous faisons semblant de ne plus y croire, nous voyons que les réalités commencent par nous rattraper et finiront toujours par nous rattraper. Soit nous décidons de voguer hors du champ, ou soit nous revenons dans le champ. Parce que, dites-vous bien, nos populations aspirent de plus en plus à un mieux-être. Et le siècle dans lequel nous sommes est un siècle particulier. C'est celui des de grands bouleversements qui nous propose des défis tous les jours. Alors, si nous avons des hommes d'État qui n'ont pas de vision, qui n'ont pas de projet de société, à l'exercice du pouvoir, vous savez, quand on se fait élire sur un malentendu, le temps finit toujours par se venger. Et donc, je pense que nous devons faire très attention, surtout c'est notre rôle en tant qu'acteur politique, en tant que dirigeant, d'empêcher que demain nous rattrape. Donc, je pense plus que jamais que nous avons besoin des gens qui ont une idée de ce que la société doit être. Au finish, notre passage à la tête de nos États, de nos pays, de nos institutions, rime à quoi si elle ne rime pas à transmettre un pays meilleur? Je l'ai dit, toute une nation se résume à la transmission. Comment protégeons-nous notre humanité? Comment protégeons-nous nos enfants? Eux qui, dans un pays comme le nôtre, sont en ce quart de siècle la principale richesse de notre pays. Si on n'est pas en mesure de dire dans 10 ans, dans 5 ans, dans 20 ans, voilà comment nous imaginons notre pays. Nous n'aurions finalement plus de pays si nous continuons de faire confiance à des gens qui n'ont aucune vision, qui n'ont aucun projet de société. Du moins, s'ils l'ont, ils auraient le temps de l'exprimer et chacun en son âme et conscience pourra dire par rapport à ce que j'aspire pour mon pays, à ce à quoi j'aspire pour mon pays, je pourrais faire ce choix. D'accord. Alors, M. Fred Rouenou, quid alors de la discipline au sein du bloc républicain? Est-ce que vous en avez parlé au cours de votre congrès? Parce que l'opinion, encore une fois, je consulte l'opinion, pense qu'au sein du bloc républicain, il y a des prises de position à l'emporte-pièce des membres du parti, des positions qui ne sont pas forcément celles du parti. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons pensé qu'il fallait mieux nous réinventer. Nous réinventer parce que c'est vrai que, comme je l'ai dit, les partis politiques qui considèrent l'idéologie comme du catéchisme, ces partis sont morts. L'histoire a condamné ces partis. Et un parti politique en ce 21e, ce n'est pas une quinzaine, encore moins une secte. Mais la prise de parole au niveau du parti, ou quand on est responsable, connu du parti à un niveau donné, doit être réglementé. Et nous en avons décidé, et nous en avons parlé. Et vous comprendrez dans cette nouvelle saison du bloc républicain, si je puis m'exprimer ainsi, vous verrez que les prises de parole seront plus réglementées. Oh, bien entendu, c'est comme, un peu comme une indispensable inspiration démocratique. Il y aura toujours dans un ensemble quelques-uns qui auront envie de s'exprimer sur tel sujet, et qui n'auront pas forcément l'avis du parti là-dessus, ou bien qui ne reflèteront pas l'avis du parti. Mais nous devons apprendre à minimiser ces faits et à voir si ceux qui s'expriment d'abord sont membres du bureau politique, et ensuite s'ils sont membres du bureau exécutif, et ensuite s'ils sont membres du secrétariat exécutif. À partir de cet instant, vous pourrez prendre beaucoup plus au sérieux ou pas ce qu'ils disent. Vous pourrez considérer que même s'ils sont membres du bloc républicain, que ce qu'ils disent n'engage que. Mais quand c'est des responsables qui commencent par dire de petits mots, oui, je pense que ça peut devenir une préoccupation. Sinon, on peut considérer ça comme un épiphénomène. D'accord, donc les interlocuteurs, je veux dire comme ça, sont clarifiés au sein du bloc républicain. Ah, oui, c'est désormais, c'est qui le porte-parole? Quels sont les porte-paroles? Le Congrès a élu un porte-parole, je crois que c'est l'honorable Ogouale Romari, qui est vice-président chargé de la communication et de l'information et porte-parole du parti. Donc voilà.
D'accord. Alors, une autre question, toujours par rapport au Congrès. Vous avez parlé des jeunes et des femmes qui ont intégré le bureau politique. Alors, quelle est la place que vous réservez désormais à cette couche de la société, aux femmes et aux jeunes dans votre combat politique? Le Bloc républicain, depuis toujours, a été surnommé le parti des jeunes et des femmes, parce qu'une grande place leur a toujours été faite, et même aux dernières élections législatives, vous avez dû constater que notre liste était celle qui a mis le plus en veilleuse, enfin le plus en exergue, j'allais dire, les femmes et les jeunes. Et les jeunes, parce que lorsque le député était élu, quand il fallait mettre le bureau de l'Assemblée, qu'on avait déjà le bureau d'âge, on a pu constater que les deux plus jeunes étaient des militants du Bloc républicain. Donc oui, nous avons une grande ambition pour ces couches de notre pays, parce que si nous parlons de transmission, nous pensons que la transmission doit se faire par les jeunes et les femmes. Si nous parlons de liberté comme moyen pour remettre notre pays sur les rails du progrès, nous pensons que la force motrice, c'est d'abord les jeunes et ensuite c'est les femmes, de par leur nombre et de par leur sensibilité. Nous sommes, à travers les idées qui sont les nôtres, les valeurs que nous défendons, l'effort, le mérite, le respect de l'autorité, l'égalité des chances, c'est que nous voulons définitivement donner un espoir, et un espoir que ces couches demandent, un espoir dont personne n'a le monopole et le privilège, parce que c'est des gens qui veulent servir aussi leur pays, qui veulent construire leur vie, qui veulent construire leur avenir, et nous sommes prêts à leur donner une chance, et nous leur donnerons une chance. D'accord. Le prochain congrès du Bloc républicain, c'est pour quand? Vous l'avez déjà prévu? C'est pour 2026, donc il y aura un congrès avant les élections présidentielles. Mais il peut y avoir un congrès extraordinaire. Donc en fait, tout peut changer encore. Le bureau politique peut prendre des décisions. C'est ça le but d'un bureau politique. C'est de pouvoir décider en deux congrès. Et si le bureau politique prend une décision qui nécessite un congrès extraordinaire pour valider, oui, un congrès peut venir. D'accord. C'est pour ça que les textes prévoient des congrès extraordinaires qui peuvent venir à tout moment. On ne les prévoit pas, mais en fonction de la situation de l'heure et des décisions que prend le bureau politique. Je rappelle que ce congrès extraordinaire a eu lieu suite à une décision de l'ancien bureau politique. Parce qu'on ne peut pas modifier les textes, les statuts étaient clairs, on ne peut pas modifier les textes sans aller en congrès. Sinon, on aurait pu rester entre les quatre murs et faire. Donc ce congrès émanait d'une décision du bureau politique. Donc d'autres congrès aussi peuvent venir avant 2026. Est-ce que vous avez modifié les textes? Parce que là, nous avons parlé du bureau oui, politique, mais nous avons si parlé les textes de la n'étaient pas modifiés, on ne peut pas avoir un bureau qui soit plus pléthorique. Qu'est-ce que vous avez modifié d'autre? Oui, on a modifié les textes, enfin les statuts les textes qui parlent du Congrès, la constitution du Congrès, la constitution du bureau politique. Essentiellement, c'est la constitution et la question de la discipline, naturellement. Donc la constitution du bureau exécutif, qui désormais maintenant a un secrétariat exécutif de 9 membres, un président assisté de 8 vice-présidents. 8 vice-présidents. Ça aussi, c'est beaucoup quand même. Non, ce n'est pas beaucoup, parce que quand vous voyez la constitution des vice-présidences, vous voyez que c'est des secteurs essentiels pour le développement, non seulement de notre pays. Vous savez, nous sommes un parti de gouvernement. Et notre première famille politique, c'est le Bénin. Et une nation, ça se défend avec courage et générosité. Donc, aujourd'hui, c'est ce secrétariat exécutif qui est censé animer le parti au quotidien. Donc, quotidiennement, nous pensons à tous les aspects de notre pays à travers le secrétariat de notre parti politique. D'accord. Pour pouvoir être plus proche des populations et pour pouvoir proposer des solutions qui soient plus crédibles. Vous savez, nos compatriotes veulent qu'on leur propose une expérience crédible et lucide. Et c'est ce à quoi nous nous employons au quotidien pour leur donner cette espérance afin qu'ils continuent de penser que le monde est à notre portée. Nous voudrions que chaque Béninois puisse se dire tout m'est possible si je fais l'effort, si je me mets, tout m'est possible, je peux tout obtenir. C'est notre ambition. D'accord. Nous avons prévu également parler au cours de cette émission de la position du Bénin, notamment sur la crise au Niger. Nous refermons, vous l'avez compris, la page du Congrès du Bloc républicain qui nous aura quand même retenu plusieurs minutes. Est-ce que vous êtes solidaire? Puisque, Monsieur Renaud, vous l'avez dit, vous êtes un parti de gouvernance. Est-ce que vous êtes solidaire de la position du Bénin dans la crise au Niger? La position du Bloc républicain, elle est claire. Vous savez,
Nous sommes des républicains, ça veut tout dire. Ça voudrait dire que nous préférons toujours la clarté à l'ambiguïté. Et la clarté, c'est simple. Nous réclamons une identité, l'identité béninoise. Parce qu'être républicain, c'est revendiquer une identité. Mais quelle est notre identité? Il y a plus de 30 ans, nous avons décidé dans notre pays de défendre l'honneur de la démocratie. Il y a plus de 30 ans, nous avons choisi de dire haut et fort que par-delà les différences entre les Béninois, par-delà l'opposition des projets politiques entre mouvance et opposition, que par-delà l'inévitable débat démocratique entre les forces de l'alternance, que nous sommes tous rassemblés par la passion des droits de l'homme, par l'amour de la République et par l'exigence morale du respect du vote de nos citoyens. Et en même temps, nous avons exprimé le refus des solutions simplistes, brutales, de dévotion du pouvoir qui finissent toujours par la violence de l'État. Ça, c'est notre identité de Béninois. Nous l'avions dit. Donc, par principe, vous combattez, vous condamnez les coups de force. Absolument. Oui. Nous l'avions dit, c'est notre identité. C'est notre identité de Béninois. Donc, on ne peut pas avoir de l'ambiguïté sur cette question si nous sommes des républicains. Vous savez, M. Abalo, il fallut bien de héros et de bâtisseurs pour que vous et nous ayons le privilège de dire une phrase simple, mais magnifique. Je suis béninois. Oui. Je suis béninois doit signifier quelque chose pour nous. Et l'une de nos identités, c'est que nous avons dit que nous ne voulons pas les solutions simplistes et brutales pour remettre le pouvoir. Que le peuple ne s'exprime que par les urnes. Nous qui étions appelés enfants malades de l'Afrique dans un passé récent, nous qui avions connu des coups d'État, dont le dernier a fait plus de 17 années de révolution marxiste, nous qui avions été d'aller à une conférence nationale pour dire plus jamais ça. C'est notre identité. Et cette identité, nous devons l'avoir chevillée au corps. Cette identité, elle s'impose même à nos voisins, parce que nous ne pourrions pas dire que nous sommes des amis avec ceux dont les pratiques remettent en cause notre propre identité. Ouais. Voilà pourquoi est-ce que nous n'avons pas d'ambiguïté. Nous condamnons les coups d'État et nous soutenons fermement la position des États de la CEDEAO et la position de notre gouvernement. Mais est-ce que la solution, ce sont les privations qu'on voit? Est-ce que la solution, c'est d'écarter le Niger de la communauté? C'est ça le problème qui se pose aujourd'hui, parce que cela suscite beaucoup de réactions. Monsieur Abalo, oui. L'une des épreuves des républicains, et c'est en même temps, quand on y voit une noblesse de leur engagement, c'est que, comme tous les citoyens, nous voulons le bien public. Mais la différence, c'est que nous ne passons pas sous silence les efforts qu'il faut faire pour protéger ce bien public. Nous voulons quelque chose. Nous voulons une sous-région qui soit stable. Nous voulons des pouvoirs démocratiques. Nous voulons que des gouvernements puissent mettre en place des projets de développement. Nous voulons permettre à la politique de réaliser de grandes ambitions pour nos pays, d'affirmer les nations. Et nous savons forcément qu'il y a des efforts à faire. Et quand ces efforts sont remis en cause, nous devons être en mesure de taper du poing sur la table. C'est une question de principe. Les sanctions n'ont pas été données à première vue pour priver les populations. Mais c'est pour amener ceux qui usurpent le pouvoir à déchanter et à remettre le pouvoir. Mais ce sont les populations qui payent le prix. L'autre tribut est payé par la population. Oui, mais quand les populations payent le prix, qu'est-ce qu'on est en mesure d'attendre d'eux? Quoi? Qu'ils se révoltent. Qu'ils disent, nous ne vous avons pas élus. Et donc, tant que les populations des pays dont vous parlez... on est en train d'avoir justement l'effet contraire parce que ça renforce le sentiment national des populations. Non, parce que les populations, en réalité, n'ont pas encore compris. Ils n'ont pas compris que leur allié dans cette bataille, que c'est la CEDEAO, que ce n'est pas les militaires putschistes au pouvoir au Niger ou encore pas les autres putschistes dans les autres pays. Ils n'ont pas compris. Parce que, loin de renforcer ce sentiment nationaliste, ça devrait évoquer chez eux un sentiment de frustration. En ce sens que, attendez, c'est pas les armes que ceux qui sont là sont venus, pas les armes. Alors, quand on prend quelque chose qui ne vous appartient pas par les armes, comment vous pensez le défendre autrement qu'avec les armes? Et donc, demain, même quand ces populations, même si la CEDEAO retirait ses sanctions, quand elles auront des difficultés avec ce même pouvoir, ils vont brandir les armes. Il faut qu'on comprenne qu'on ne peut pas vouloir de la démocratie et penser que ce n'est pas les armes qu'on peut faire la démocratie. Et si la démocratie, tant qu'on le dit,
C'est le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. Pourquoi pensons-nous que c'est des militaires qui incarnent le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple? Bien entendu, dans nos pratiques politiques, et je l'ai dit, pas les différences entre chacun d'entre nous, bien entendu, nous ne sommes pas encore arrivés à cette étape où notre démocratie en Afrique serait exempte de tout reproche. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut reculer. Et donc, ce qui est espéré, c'est que ces populations comprennent définitivement que la solution n'est pas là-bas. Et c'est notre identité de Béninois. Et nous devons assumer, quoi que cela nous coûte. Donc la CEDEAO doit persister, le Bénin doit persister. Mais quoi que cela nous coûte, ça coûte déjà des problèmes au niveau des frontières. Ça a coûté récemment la suppression de l'accord militaire entre le Niger et le Bénin. Et il faut dire qu'il y a un sentiment anti-Bénin qui naît dans ces pays-là, notamment au Niger. Et les putschistes entretiennent cela avec des communiqués à foison. Est-ce que ce n'est pas à craindre pour la stabilité de nos régions? Nous sommes des peuples frères, certes, mais si nous n'avons plus les mêmes centres d'intérêt, si nous ne croyons plus aux mêmes valeurs pour porter nos peuples, parce que nous ne pourrons pas croire, nous autres, à la valeur des armes pour développer un pays. Nous croyons que s'il y a des armes, eh bien, ça doit rester dans les arguments de chacun, dans les projets de société de chacun, dans la vision. Vous me demandiez tout à l'heure à l'époque, si je continuais de croire au projet de société pour porter nos chefs d'État, mais si on se refuse de croire, qu'est-ce qui nous reste à part les armes? Aujourd'hui en Afrique, si nous refusons de continuer de penser qu'il faille des visions pour gouverner notre pays, que nous reste-t-il? Il ne nous reste rien que des armes. Et qu'est-ce qui empêcherait d'autres personnes aussi de prendre les armes pour aller chercher le pouvoir chez les autres qui ont pris les armes pour l'arracher? Mais ce n'est pas l'échec des civils, par hasard? Est-ce que ce n'est pas l'échec de la vision dont vous parlez qui amène les gens justement à recourir à cet extrême? Je pense que nous avons trop tôt déclaré l'échec des civils. Ça fait 30 ans que nous avons commencé en Afrique de l'Ouest par faire cette expérience démocratique. Ça fait 30 ans. Je crois que 30 ans dans la vie d'une nation, oui, c'est important, mais 30 ans, c'est l'âge à laquelle, disons, on est en train de finir l'adolescence et on commence par prendre conscience. Donc, je pense qu'on a trop tôt déclaré qu'on a échoué. Après 30 années, je pense qu'on pouvait encore nous laisser. On n'a pas encore fait 60 ans, on n'a pas fait 50 ans. Et donc, il y a encore des balbutiements. Je suis conscient de ça, mais je pense que la solution, elle a été extrême. Et des pays comme les nôtres ne peuvent pas. En tout cas, nous avons un message. À moins qu'aujourd'hui, et je ne comprends pas nos compatriotes qui disent non, parce que soit c'est se renier nous-mêmes. Si nous ne commençons pas à dire, nous soutenons les coups d'État, nous faisons le lit au coup d'État à côté de nous. Mais la première des choses que nous renions, c'est nous-mêmes notre identité. Que faisons-nous de notre conférence nationale? Que faisons-nous de la résolution? Que faisons-nous de nos efforts depuis 1991 pour élire nos présidents et passer le pouvoir de façon démocratique? Que faisons-nous de l'alternance que nous appelons de tous nos voeux et pour lequel nous nous battons? Que faisons-nous de ça? Et je suis surpris que même ce soit des gens qui en ont plein la bouche des principes démocratiques dans notre pays, qui disent nous condamnons, mais nous sommes contre. On ne peut pas vouloir une chose de son contraire. Mais c'est les conséquences, en fait, des sanctions. Une chose est de condamner par principe ou de réaffirmer son attachement aux principes démocratiques, mais les sanctions ont des conséquences. Oui. Et visiblement, ce sont les populations qui en payent le prix. C'est ça le problème. Je suis conscient, mais vous savez qu'il y a des sanctions qui ont ciblé aussi les dirigeants de ces pays. Et c'est dans la même veine. Imaginez qu'ils aient pris un pays où tout va bien, où ils ont le soutien de la population, où chacun va à ses activités normalement. Ils ne verraient jamais la différence. Ils ne comprendraient pas que l'acte qu'ils ont posé est un acte répréhensible. Mais lorsque les populations sortent le coup, laissons. Les populations finiront par se retenir contre eux parce que les populations finiront par comprendre que elles ne pourront pas rester longtemps dans cette situation et que ce sont les dirigeants qui leur imposent ça. Mais ça fait longtemps que ça dure au Mali et pourtant les populations ne se sont pas retournées contre le régime malien. Oui, vous savez... En Guinée, pareil. Nous n'avons pas idée de ces régimes où les âmes gouvernent. On n'a pas idée de ce qui se passe. On n'a pas idée. Et il y a des régimes
je ne veux peut-être pas citer de nom pour ne pas créer des incidents diplomatiques, mais il y a des régions où des militaires au pouvoir interdisent que certaines radios, que des journalistes comme vous fassent leur métier. Oui. Eh bien oui, il y en a. Mais en démocratie aussi, il y a des pays où on empêche la presse de faire son métier. Mais en démocratie, nous Suivez savons mon regard, je ne veux pas donner d'exemple. Non, je suis d'accord, mais en démocratie, nous savons que ce sont des institutions désignées par les professionnels, que vous êtes vous-même qui interviennent. Mais là, maintenant, vous n'avez pas désigné ces institutions. Là-bas, ici, oui, parce que c'est des institutions auxquelles vous avez donné votre confiance à un moment donné. Si tant est-il que vous estimez que ceux-là, ils ont mal fait, au prochain mandat, vous ne leur accorderez plus votre confiance parce que vous direz, vous nous avez empêchés de faire notre métier. Mais ailleurs, vous n'aurez même pas la possibilité de vous prononcer parce que ce sont des armes et vous n'avez aucune idée de quand ce sera la prochaine élection pour que vous puissiez exprimer votre mécontentement. Donc, il y a toujours une différence. C'est qu'ici, vous avez la possibilité de sanctionner. Mais là-bas, on ne vous donne même pas la possibilité de sanctionner. Mais M. Koudou, est-ce qu'il n'y a pas de poids de mesure? Parce qu'il y a eu coup d'État au Gabon aussi, mais on ne voit pas le même lever de bouclier au Gabon qu'au Niger. Pourquoi le Niger est-il un intérêt particulier ou stratégique? Parce que le Niger est dans un pays membre de la CEDEAO et que le Niger est à côté d'un pays comme le Bénin qui a une identité. Nous avons une identité. Eh bien, si au Gabon, ils ne sont pas dans la CEDEAO, ou que les pays environnants du Gabon n'ont pas la même identité. C'est la même Afrique. Mais oui, mais c'est le même coup d'État. Mais les réalités peuvent être différentes d'une région à une autre, en fonction de la sensibilité exprimée par chaque voisin. Ça pose un problème pour nous, dites. Le coup d'État au Niger, le Niger est un pays frère, mais ça pose un problème. Mais comment est-ce que deux personnes peuvent-elles s'assembler si elles ne sont en accord sur les principes de vie? Comment est-ce que nous pouvons dialoguer avec le gouvernement du Niger, sachant que c'est un gouvernement putschiste, alors que nous avons un gouvernement démocratiquement élu? Comment ça se fait? Qu'est-ce qu'on peut échanger avec eux? En disant que c'est... Alors, les putschistes, représentent-ils l'intérêt du peuple? Ou c'est un gouvernement démocratiquement élu qui représente l'intérêt du peuple? Si nous traitons avec le gouvernement du Niger, nous traitons avec qui? Le peuple ou les militaires? Mais le peuple applaudit les putschistes. Mais vous n'allez pas Est-ce que ce n'est pas aussi une expression démocratique? Vous n'allez pas confondre quelques milliers de personnes entassées dans un stade à l'expression de la volonté générale exprimée au cours d'une élection. Ah ben oui, parce que on peut avoir même 1 million de personnes dans un stade. Ça ne remplacera jamais l'expression générale du peuple qui s'exprime à travers le vote, car à travers le vote, chacun est face à sa conscience. Chacun va dans l'isoloir et dans l'urne, met son bulletin en disant « Je parie sur mon avenir ». Donc vous croyez au retour au pouvoir de Bazoum? Je ne m'aventurerai pas à ça. Mais je pense à un retour à l'ordre constitutionnel. Et je pense... Est-ce qu'il y a de retour à l'ordre constitutionnel sans le retour de Bazoum au pouvoir? Non, mais écoutez, écoutez, aujourd'hui, on peut décider de refaire les élections. Pourquoi? Je ne veux pas... Moi, je ne m'arc-boute pas sur le retour au pouvoir de Bazoum. Je n'en fais pas une préoccupation majeure. Si Bazoum est porté par le peuple, si on décide de refaire les élections et que Bazoum est candidat ou qu'un proche de Bazoum est candidat, Bazoum peut revenir aux Mais la CEDEAO exige le retour de Bazoum. La CEDEAO ne parle même pas de reprise des élections. Oui, parce que n'oubliez pas, la CEDEAO est dans est régie par des principes. Et ce principe voudrait que lorsque vous interrompez le mandat d'un président d'exercice, la CEDEAO ne peut pas se dédier, justement. La CEDEAO ne peut pas dire, bon, on peut mettre de côté Bazoum et on refait les élections. La CEDEAO ne peut dire que ce qu'elle est en train de dire, ramener Bazoum parce que c'est lui qui est l'élu légitime pour un mandat qui n'est pas allé à son terme et qui a été écourté. Voilà le discours de la CEDEAO, il faut comprendre. Mais je suis conscient que le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui appelle à des institutions qui soient des institutions du XXIe siècle. Des institutions bilatérales ou multilatérales qui répondent aux préoccupations de ce siècle. Ce siècle, personne ne l'a anticipé. En tout cas, en Afrique, nous ne l'avons pas anticipé. Si on l'a anticipé dans les années 90, si on avait anticipé ce que serait le XXIe siècle, le bouleversement qu'il va apporter, sur tous les plans, économique, social, politique, culturel, même religieux, si on avait anticipé tout ça,
on aurait aussi anticipé une transformation structurelle de nos États et par conséquent des institutions que génèrent nos États. Ce à quoi nous n'avons pas anticipé, mais nous avons maintenant plus que jamais l'obligation de réfléchir sur ce que ça doit être. Et je pense que nos dirigeants, nos gouvernants doivent travailler à cela. S'ils n'ont pas commencé, ils le feront bientôt. D'accord, on vous aura compris, Monsieur Fred Trudeau, sur cette problématique des coups d'État. Nous allons atterrir, si vous le permettez. Il est impossible pour nous de finir cet entretien sans parler de la rentrée scolaire qui démarre déjà dans quelques heures seulement. Nous constatons, et ça, nos équipes qui se sont promenées un peu dans les différentes régions constatent quand même que les parents ont du mal ou de difficultés à préparer la rentrée de leurs enfants et tout le reste. Est-ce que l'ambiance précaire qu'on note aujourd'hui n'est pas aussi une faute de gouvernance? Je vais vous poser une question à double sens. D'abord, je voudrais vous dire que pour nous, au Bloc républicain, l'école est importante. C'est pourquoi les défaillances au niveau de l'école, pour nous, nous les considérons comme des drames nationaux. Parce que l'inégalité devant le savoir et devant la culture vient accentuer les inégalités sociales. Chose qui revient à l'école d'anéantir ou d'amoindrir. Voilà pourquoi nous sommes d'abord solidaires de toutes les mesures que le gouvernement du président Patrice Talon est en train de prendre pour améliorer les conditions de vie et de travail des acteurs de l'école. Mais quand vous parlez de la précarité, de la morosité, vous faites certainement référence à la diminution du pouvoir d'achat, à la cherté de la vie, à l'augmentation des frais de scolarité, tout a augmenté en fait, oui. Mais voyez-vous, je vous disais tantôt que ce qui nous fédère également au Bloc républicain, ce n'est pas seulement le combat pour l'unité nationale, l'intérêt général, mais il y a également une certaine idée de la politique qui soit faite de courage et de lucidité. La lucidité voudrait que nous comprenions que si nous sommes en difficulté, dans l'épreuve, dans ce monde en crise que nous traversons, c'est parce que, avant tout, nous avons un déficit de production. Nous ne produisons pas assez. Quelle est la conséquence? La conséquence, c'est que des pans entiers de notre industrie sont encore embryonnaires ou carrément inexistants. La conséquence, c'est la baisse de nos revenus, la baisse de notre richesse, c'est l'augmentation du chômage et toujours plus de souffrance pour nos compatriotes. C'est ça la conséquence. Et donc, mais pour régler ça, il faut nous mettre à produire. Et pour nous mettre à produire, il n'y a pas autre solution que de réformer notre pays. C'est-à-dire, on a pendant longtemps, on a cherché les solutions dans l'assistanat, dans l'assistance que l'État peut apporter. Je vous ai dit, ne croyons pas à l'assistanat parce que ça tire tout le monde vers le bas et ça ouvre les trappes de pauvreté. On a cherché l'État-providence. Nous sommes dans un monde où l'État-providence n'existe pas, où l'État ne peut plus subventionner chaque domaine important de la vie des Béninois. Parce qu'en fait... Mais l'école est une priorité, vous l'avez dit. Oui, l'école est une priorité. Mais l'école souffre. Et plusieurs mesures ont été prises pour améliorer les conditions de vie et de travail des acteurs de l'école. Mais entre les mesures qui sont prises pour l'école et les mesures d'ordre général, parce que les mesures d'ordre général affectent aussi les difficultés des parents, affectent aussi l'école. Et c'est de cette difficulté que je veux parler. Parce que si c'est sur le plan de l'école, c'est clair que beaucoup d'efforts ont été concentrés. Ouais. Maintenant, d'ordre général, il y a un problème. C'est que nous ne sommes plus au niveau de l'État-providence. Nous ne pourrons plus avoir dans le monde aujourd'hui l'État-providence. Et donc, comment est-ce que nous faisons face à ces charges? Au monde qui change et qui nous impose des défis tous les jours, sur tous les plans, ce n'est pas la production. Parce qu'on dira toujours que le gouvernement
où les décideurs ne prennent pas les bonnes décisions. Mais diriger le Bénin dans le siècle où nous sommes, Oui. le Chabalo, c'est quoi? C'est voguer entre les récifs d'un monde en crise. C'est un difficile arbitrage entre la possibilité, l'impossibilité de faire toujours un peu plus pour chacun et la possibilité de faire juste ce qu'on peut. D'accord, on vous aura compris. Donc, comment on s'en sort? Oui, parce que là, on va finir, exactement, on va finir, là, mon équipe me dit que nous avons bouclé les 52 minutes. Je vous laisse conclure notre entretien, M. Fred Renaud. Je voudrais vous remercier pour l'invitation. Je voudrais aussi remercier et saluer tous nos concitoyens, nos compatriotes qui nous suivent à travers vos différents canaux. Et je voudrais leur dire que le congrès du 9 septembre 2023 nous a fait passer une étape décisive au sein du bloc républicain. Aujourd'hui, nous incarnons une famille politique rassemblée, avec des tests solides, avec un bureau politique ambitieux, avec une vision claire de ce que nous voulons pour notre pays. Et je pense que désormais, plus rien, absolument plus rien, ne pourra empêcher le bloc républicain d'avancer chaque jour un peu plus, de façon inexorable, vers la conquête de la confiance des Béninois. Par le dynamisme des hommes et des femmes qui le composent et par la vitalité, la lucidité de nos idées et de nos valeurs. Donc je leur demande de nous faire confiance. Ils savent, nous venons d'entamer une marche dont ils connaissent le but. C'est de gagner et de servir la République. Merci beaucoup, M. Fred Renaud. Merci à vous, chers amis téléspectateurs de EDN Télévision, auditeurs de Diaspora FM. Vous savez désormais tout sur le bloc républicain depuis le congrès du 9 septembre dernier. Vous savez désormais tout sur les orientations de ce parti politique. Vous savez tout sur la position du dit parti sur la crise au Niger. Vous savez donc enfin tout sur la position du bloc républicain par rapport à la rentrée scolaire qui s'annonce dans quelques heures. Merci pour votre aimable attention. C'est toujours un énorme plaisir de vous retrouver sur nos différents canaux, à nous suivre tous les dimanches. Rendez-vous dimanche prochain avec qui? Je ne sais pas encore. Peut-être que le temps nous permettra d'avoir une fixation sur l'identité de notre prochain invité. En attendant, je vous souhaite un très bon appétit et surtout un très bon dimanche en notre compagnie. À dimanche prochain.